Hey, salut mes petits geeks, salut mes petites geekettes. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Ceci, Watchmen d'Alan Moore et de Dave Gibbons, le scénariste et le dessinateur. Il faut savoir que moi je suis un énorme fan de Watchmen. J'ai lu la BD il y a 15 ans, c'était celle-ci. Un soir, je me mets au lit, je me dis je vais lire quelques pages pour débuter, et ça m'a complètement absorbé. Je l'ai fini le lendemain matin à 8 heures. Heureusement, donc j'ai fait nuit blanche, heureusement que c'était le samedi. Mais ouais, j'ai pas pu, il fallait que je lise l'histoire. Elle est juste incroyable, elle est bourrée de références, elle est dense, elle est complexe. Vous voyez, il y a beaucoup de passages d'extraits de romans. Elle est incroyable. Donc du coup, j'ai appris à connaître Alan Moore. C'est un scénariste qui est vraiment à part dans les comics. Je pense on en verra très peu des comme ça. C'est une personne qui a une culture énorme, qui est plutôt littérature, mais qui a un grand amour pour les comics. Et il sait manipuler comme personne le comics, que ce soit les cases, les graphismes, les bulles, les scénarios. Il est incroyable. Je pense qu'on ne lira plus vraiment d'œuvres comme ça avant très longtemps, hein, du coup. Alors, c'est un peu galvaudé tout ce que je dis, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas ou qui n'aiment pas du tout Watchmen. Après, comme je vous expliquerai pourquoi. Alors, je comprends très bien, hein, je comprends très bien qu'on puisse ne pas aimer cette bande dessinée. Elle est quand même assez spéciale. Il faut quand même avoir un certain passif pour l'apprécier. Et voilà, mais je vous expliquerai quand même pourquoi cette BD est très, très souvent citée, hein. C'est pas pour rien. Elle a obtenu de multiples récompenses. Donc, il faut savoir que cette édition-là, c'est une nouvelle édition qui va être en noir et blanc et annoté. Mais moi, je l'avais déjà, voilà, en américain. Il y a quelques mois, je tombe dessus en faisant quelques tours sur des sites de libraires américains. Je ne le connaissais pas, je ne savais même pas qu'il y avait une édition annotée. Alors pourtant, je suis fan, hein, j'ai plein de bouquins sur Watchmen, j'ai plein de bouquins sur l'anneau, mais ça, je ne connaissais pas. Et du coup, bah, il me l'a fallu, je l'ai commandé tout de suite. Je l'ai reçu, il y a quoi, il y a quelques mois maintenant. Et le jour où je la reçois, enfin le jour, quelques jours après l'avoir reçu, je tombe sur un message Facebook d'Urban qui dit que bah voilà, on va traduire l'édition annotée de Watchmen en France pour le mois d'octobre. Ah, je sais pas vrai. Voilà, mais à chaque fois ça m'arrive quand j'achète un truc dont je pense que ça va être inédit, que ça sera jamais édité en France, et bien si quelqu'un le fait. Donc voilà, donc tant mieux pour nous, tant mieux pour vous. Moi, ça va me permettre comme ça de lire l'un et l'autre, d'améliorer un peu mon anglais, parce que je voulais lire Watchmen dans la langue d'Alan Moore, du coup. Donc, je vais pouvoir compléter avec celui-ci pour traduire un peu, parce que Alan Moore, c'est quand même assez complexe des fois. Donc, voilà, ça me permet de faire les deux en même temps, je suis assez content. Et puis, bah, du coup, bah, j'ai gardé mon édition américaine malgré tout. Donc, il faut savoir que Watchmen, c'est quand même l'une des meilleures BD du monde, si ce n'est pas la meilleure. Ça fait 33 ans qu'elle a été éditée. Alan Moore avait 33 ans d'ailleurs quand il l'a écrite, donc c'est une drôle de coïncidence. Et bah, pourquoi ça a ce titre de meilleure BD du monde? C'est pas pour rien. En 88, Watchmen a obtenu le prix Eisner de la meilleure mini-série. Donc voilà, c'est un prix qui décerné aux États-Unis. Ils ont une petite réunion annuelle, un peu comme les Oscars, et donc ils décernent des prix meilleur graphisme, meilleur scénario, voilà, meilleure mini-série, meilleur ongoing. Et voilà, à l'époque, sincèrement, les gens s'en fichaient un peu. C'était juste sympa d'avoir une soirée pour récompenser les auteurs qu'on aimait. Voilà. Maintenant, croyez-moi que c'est très surveillé parce que bah, les comics ont généré des milliards de recettes hein, au cinéma. Hein, je pense que ça vous a pas échappé. Et croyez-moi que une BD ou un scénariste qui obtient le prix du meilleur scénario, ce mec-là, quand il ressort, il serre la main des producteurs, hein. Son scénario est directement acheté pour être adapté si ça n'a pas déjà été le cas. Donc c'est plus la même marmelade qu'avant. Voilà, donc en 88, le Eisner Award. La même année, il obtient un prix Hugo. Un prix Hugo. Le prix Hugo, c'est décerné en Europe. Donc ça, c'est assez inédit. Donc chaque année, les meilleurs récits de science-fiction et de fantasy obtiennent un prix. Et elle, ça sera la première BD à recevoir ce prix Hugo. D'ailleurs, ils ont dû créer une catégorie spéciale pour la BD. Qui s'appelait Autre catégorie. Donc franchement, pour des prix sur l'imaginaire, ils sont pas foulés sur le titre de la récompense. Et en fait, il a fallu attendre 2009 avant qu'une autre BD obtienne un prix. Et encore, c'est parce que les prix Hugo ont enfin créé une catégorie graphique pour récompenser les BD. Ils ont quand même mis le temps, hein, 2009. Hein. Voilà, donc en 89, la BD d'Angoulême, le Festival de la BD d'Angoulême récompense aussi, avec le titre de meilleur album étranger. Et enfin en 2005, le Times Magazine le classe parmi les 100 meilleurs romans en langue anglaise depuis 1923. Donc là aussi, c'est quand même très très unique, hein. C'est quand même fou qu'une BD reçoive cette distinction. Et du coup, bah, ça participe un peu au mythe. Hein. Alors, il faut savoir que si chez nous la BD est un noble art, hein,
euh, la BD franco-belge est très reconnue dans le monde, et surtout dans l'Europe. Il faut savoir que la BD américaine, là-bas, ça vaut pas plus que le papier toilette, hein. Vraiment, à l'époque, ils s'en fichaient totalement, c'était pour les enfants, c'était d'un désintérêt total. Donc c'est pour ça que bah, cette BD qui a obtenu tant de récompenses, et surtout en Europe, bah, ça a permis de creuser son sillon quand même, hein, de laisser une trace indélébile dans l'histoire de la BD américaine. C'est un peu comme les prix, hein, les prix américains, la Mostra de Venise pour Joker récemment, qui a chamboulé tout le monde, hein, ça a plus de retentissement qu'un Oscar maintenant. Pareil pour les Palmes d'Or à Cannes, hein, un film qui touche une palme d'Or, c'est mondialement reconnu. Alors après, voilà, peut-être parce que l'Europe a un petit peu un côté un peu guindé, un peu garant des valeurs intellectuelles, voilà, peut-être pour ça. Mais du coup, bah voilà, grâce à ça, Watchmen s'est retrouvé devant, mise au devant, quoi. Voilà. Donc moi, ce que je pense quand même pour apprécier Watchmen, c'est qu'il faut avoir une certaine connaissance, hein. Ça utilise beaucoup de concepts de bande dessinée que l'on a que si on a passé du temps à en lire quelques années avant. Et après, je pense qu'on peut se mettre à lire la Watchmen et l'apprécier pleinement. Et encore que, vous voyez, il y a tellement de références, bah, que du coup, on fait une version annotée, hein. Alors, là, par rapport au Watchmen, il faut savoir que c'est une histoire qui se déroule à une époque où on a une crainte d'une troisième guerre nucléaire. On est en 1985. On est dans une uchronie. Ça veut dire que on suit, c'est la même histoire que nous, mais à un moment donné, ça a divergé. Et ça a divergé quand le docteur Manhattan est arrivé. C'est le premier super-héros qui a vraiment des super-pouvoirs. D'ailleurs, c'est le seul. Et en fait, grâce à ça, les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam. Du coup, Nixon n'a pas été étouffé par n'a pas été destitué par le Watergate. Il a étouffé l'affaire et il a même supprimé l'amendement qui oblige les présidents à ne faire pas plus de 2 mandats. Ce qui fait que bah, Nixon a pu être réélu constamment depuis les années 70 jusqu'en 85. Donc l'histoire débute par la mort d'un ancien héros, enfin héros entre guillemets, vous verrez en lisant la BD. Et Rorschach va enquêter sur cette mort, et plus il va enquêter, plus il va creuser, plus il va se rendre compte d'un complot incroyable. Donc quand je vous disais qu'Alan Moore utilisait quand même utiliser des vieux concepts, ça va jusqu'aux personnages. Normalement, les personnages auraient dû être des personnages connus. DC avait racheté une firme qui s'appelait Charlton Comics, qui avait ses propres personnages, et Alan Moore voulait les utiliser pour faire son histoire. Le problème, c'est que bah, il voulait tuer un des personnages qui s'appelait Peacemaker, donc le faiseur de paix, qui est le comédien, ce qui est très ironique, vous verrez. On voit pourquoi il l'a utilisé. Mais finalement, ceux qui avaient racheté les droits ont dit bah non, on a quand même besoin, on devrait quand même essayer d'en faire quelque chose. Là, t'en tues un, c'est problématique, essaie de créer tes propres personnages. Et du coup, sur ces concepts de personnages-là, il en a créé d'autres. Donc notamment le Blue Beetle, qui est certainement le plus connu de Charlton, parce qu'il existe encore chez DC, et ben, il a transformé en Allman. Donc Allman, c'est pas le hibou du coup, hein. C'est pas un ersatz de Batman, c'est un ersatz de Blue Beetle en fait. Rorschach, c'est un ersatz de The Question du coup. Voilà, les autres sont beaucoup moins connus. Il y a aussi le Dr. Manhattan qui est basé sur Captain Atom, qui est quand même assez connu dans les comics. Alors lui, Captain Atom se balade pas tout nu, hein. Ça c'est juste pour cette histoire-là, hein, de Dr. Manhattan du coup. Donc c'est pour ça qu'il y a certains archétypes qui sont déjà connus des lecteurs de comics et c'est un peu compliqué des fois de rentrer dedans parce que Alan Moore n'explique pas forcément tout. Voilà, et ça, il adore jouer là-dessus, hein. Alors, si ça a marqué les esprits, c'est que l'histoire est très violente, quand même très mature. Alors pas violente avec des images chocs, de la bagarre, du sang et choses comme ça. Non, c'est violent parce que on est dans une ambiance très morbide, très la peur de la Troisième Guerre mondiale. Ça existait vraiment. Ce comics date des années 85. À cette époque-là, on était encore en pleine guerre froide. Les Américains avaient peur que les Russes envoient des bombes sur le pays américain. C'était à un tel point où il y avait un marché des bunkers antinucléaires. Donc vous voyez un peu la psychose. Donc j'imagine le gamin ou l'adolescent ou l'adulte qui lisait cette BD-là, là-dedans les personnages ont peur de cette guerre, mais dans la vraie vie, les gens avaient peur aussi. Donc je pense qu'il y avait cette violence-là. Alan Moore avait su jouer sur ces peurs ancestrales avec ces BD-là. Voilà. Là par exemple, on voit une référence au nucléaire. Un petit trivia gratuit, c'est parti. Enola Gay, c'était le nom de l'avion qui avait transporté l'une des bombes nucléaires. Alors, je sais plus si c'était Nagasaki ou Hiroshima. Et alors là, du coup, ils l'ont traduit, c'est dommage. Une petite bombe, en fait, c'est Little Boy. Normalement, Little Boy, c'était le nom des deux bombes. Il y avait Little Boy et Fat Boy.
Donc c'est dommage qu'il l'ait traduit d'ailleurs par contre. C'est des Little Boy et Fat Man, voilà. Donc vous voyez, là il y a le petit trivia qui explique. Alors c'est un peu bête qu'ils aient traduit ça, c'est dommage. Donc vous voyez, ça joue vraiment, c'est juste là, je l'ai même pas vu à l'époque, hein. Ouais, c'est juste là, ça nous attend, et je pense que l'œil doit regarder vite fait ça, et d'un coup ça rappelle des vieux souvenirs. Alan Moore adore faire ça. Donc vous voyez, c'est très riche graphiquement. Il y a même un épisode qui est fait en totale symétrie, en palindrome en fait. Si vous mettez la page de fin et la page de début en correspondance, vous allez voir, en remontant petit à petit, il va y avoir des correspondances, et arrivé au milieu, il y aura une symétrie parfaite. C'est juste incroyable. Ça crée, je pense que c'est dans le cerveau du lecteur, quand même une certaine empreinte, et ça marque fortement et inconsciemment, je pense. Alors, l'autre phénomène un peu qui a marqué, c'est quand même le fait que dans Watchmen, les super-héros, ils sont soumis à la vieillesse, ils connaissent la corruption, ils ont des doutes, il y a la folie, il y a la maladie, la dépression, et en fait, ils sont très humains, et je pense que ça, quand on les lit, ça nous ramène à nous, et je pense que c'est ça qui fait très peur, en fait, c'est que quand on lit ça, on fait appel aux choses les plus obscures de notre psyché. Et je pense que c'est ça qui a marqué, et que les auteurs suivants n'ont pas compris, parce que à la suite de ça, les années 80 ont été très noirs dans les comics. Il y a eu notamment aussi le Dark Knight Returns de Miller qui était sorti avant, qui était très violent lui aussi. Et malheureusement, les auteurs suivants ont juste retenu la violence graphique et les héros complètement psychotiques, alors que c'est pas ça du tout Watchmen, hein. D'ailleurs, Alan Moore a regretté, hein, d'avoir lancé cette mode qui s'appelle le Grim and Gritty, c'est-à-dire le sombre et le graveleux. Et il a regretté toujours d'avoir lancé ça, entre guillemets, même si c'est pas sa faute. Et il s'en est un petit peu expié des années plus tard en écrivant Tom Strong et Suprême, du coup, qui redore un peu le héros, comment dire, lumineux, que lui avait aimé quand il était enfant. Alors, ce qui est assez drôle dans ce comics, que moi j'avais apprécié, et que j'avais pas vu au départ, c'est la thématique du temps qui passe. Tout est basé sur une horloge qui est ici, qu'on voit là. Euh, on la retrouve sur chacune des couvertures de la BD. En fait, c'est une série en 12 épisodes. Et là, vous avez une horloge ici. Et là, il est minuit moins 12. Et quand vous arrivez vers les épisodes finaux, en fait, l'horloge est en train d'avancer. Hop, alors j'essaie de trouver un des derniers chapitres. Si j'y arrive. Voilà. Hop. Et bah, du coup, là, vous voyez, ça c'est la dernière. On voit minuit. On voit minuit dessus. Voilà. Alors, cette thématique de l'horloge et du temps va être centrale dans le comics, même si elle n'est jamais vraiment abordée. Il y a un tas de thèmes qu'il aborde, et en fait, c'est en lien aussi avec l'horloge de l'Apocalypse. L'horloge de l'Apocalypse, c'est une horloge qui existe vraiment dans notre monde, hein. C'est la Doomsday Clock. Et en fait, ça a été créé en 47. C'était pour montrer, les scientifiques voulaient montrer aux gens à quel degré de dangerosité en était le monde. Donc en gros, plus on s'approche de minuit, plus on est près d'une explosion nucléaire et de la fin de l'humanité. Donc à l'époque de sa création, on était à minuit moins 7. En 49, elle passe. Alors la création est en 47, hein. En 49, elle passe à minuit moins 3, suite à l'essai réussi par l'Union soviétique de sa première arme nucléaire. Son plus bas niveau, c'était minuit moins 17 en 91. Lorsque l'URSS et les États-Unis ont signé un traité de paix, du coup, pour les armes stratégiques, et puis il y a eu la dislocation de l'URSS. Son niveau le plus haut, ça a été en 53. Il y en a eu deux, hein. C'était le niveau 2, minuit moins 2 du coup. Et là, c'est parce que l'URSS et les États-Unis avaient essayé des armes thermonucléaires à 9 mois d'affilée. Et du coup, bah, ça avait fait grimper l'horloge à son plus près de minuit, du coup. Ah oui, on retrouve la même page. Bah oui, là, ils ont laissé Little Boy. C'est dommage de l'avoir traduit, ça. Donc du coup voilà, et là le minuit moins 2, c'est arrivé de nouveau, et en fait c'est arrivé là, en ce moment. En ce moment, il est minuit moins 2, et ouais, ça fait très peur en fait, on n'a jamais été aussi proche de minuit, de la fin du monde. Et en fait c'est parce que depuis 2007, bah, il y a eu des nouveaux acteurs du nucléaire, qui sont notamment l'Iran, hein, qui sont arrivés dans les pays qui sont susceptibles de détenir la bombe, l'Inde aussi du coup. Donc ça se joint aux anciens. Il y a aussi une augmentation des risques d'accidents, des déclenchements d'accidents par rapport au nucléaire, des accidents techniques, des actes terroristes, des attaques informatiques qui pourraient viser les bases nucléaires de lancement.
Il y a aussi des problèmes liés au changement climatique. Il y a aussi les guerres d'hydrocarbures qui se sont ajoutées depuis 2007. Et du coup, ce qui fait que cette année et l'année dernière, suite aux déclarations de Trump sur le nucléaire, on est monté jusqu'au niveau 2. Ça fait vraiment très peur en fait. Quand je vois qu'à l'époque on s'achetait des abris antinucléaires, je ne sais pas ce qu'on devrait faire actuellement. Donc là sur cette BD, on a une traduction de Jean-Patrick Manchette. Alors je vous en parle parce que ça avait fait scandale à l'époque de Panini. Panini avait changé le traducteur et la traduction était un peu moins intéressante. Il faut savoir que Jean-Patrick Manchette, hein, comme c'est quelqu'un qui n'est pas inconnu, hein, c'est un grand auteur français de polar qui était l'un des plus marquants des années 70-80. Et la traduction pour Jean-Patrick Manchette était très importante, hein, c'était un art noble. Et du coup, sur Watchmen, il avait donné de son mieux pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Il faut savoir que Jean-Patrick Manchette, pour le petit trivia, au départ, hein, quand il a débuté dans le métier de scénariste, hein, il a fait des scénarios pour Max Pécasse, celui qui a écrit le réalisateur du film On se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Et bien voilà, certains scénarios viennent de Jean-Patrick Manchette. Ah ouais, il faut bien manger au début, hein, avant de devenir quelqu'un d'un peu plus connu et célèbre. Et donc enfin, parlons de la personne qui fait les annotations, donc le monsieur Klinger. Donc Leslie S. Klinger, donc c'est un monsieur, malgré le prénom, hein. Leslie c'est un prénom américain courant pour les hommes. C'est un avocat qui a écrit aussi des livres, qui a écrit notamment, qui est fan de Sherlock Holmes et qui a écrit des suites du roman de Sherlock Holmes. Il a annoté donc du coup des romans de Sherlock Holmes, des romans sur Dracula, sur Frankenstein, sur Lovecraft. Et la seule BD qu'il a fait en dehors de Watchmen, c'est Sandman. Alors ce monsieur, il est assez important parce que il a écrit des romans qui sont suite aux histoires de Sherlock Holmes. Le problème, c'est qu'il a eu le droit à un procès avec les héritiers de Arthur Conan Doyle, qui a écrit les romans d'origine de Sherlock Holmes, du fait que, comme c'était des histoires copyrightées, il aurait dû payer des droits. Seulement, il n'y a qu'une partie des romans de Sherlock Holmes qui ne sont pas encore dans le domaine public. Donc ça a été très tendu parce que ça remettait en cause le domaine public et les droits d'auteur. Ça a été très suivi malgré tout ce procès parce que ça aurait pu remettre en cause pas mal de choses et finalement on est assez content parce qu'il a gagné son procès. Donc Sherlock Holmes rentre dans le domaine public. Voilà. Donc c'est un domaine assez chatouilleux. Ce qu'il faut savoir que dernièrement Disney fait des mains et des pieds pour empêcher sa souris de rentrer dans le domaine public. Parce qu'il gagne tellement d'argent avec Mickey, avec le copyright Mickey, qu'il ne peut pas se permettre de le perdre. Du coup, tous les ans, il paye des lobbies à coût de millions pour faire repousser l'entrée dans le domaine public de sa souris. Donc je ne pensais pas que c'était possible, mais apparemment, il y a des lois d'exception qui sont votées chaque année pour que Disney puisse garder sa souris bien au chaud chez lui. Ce qui est assez ironique parce que Disney, la plupart de ses histoires, de ses dessins animés, sont issus du droit public, hein, du domaine public. Donc Aladdin, c'est du domaine public. Pinocchio, c'est du domaine public. Les histoires qui partent sur des histoires de Grimm sont du domaine public. La Petite Sirène, c'est du domaine public. Donc c'est assez ironique qu'ils ne veuillent pas laisser leurs propres œuvres tomber dans le domaine public aussi de leur côté. Alors, il faut savoir que chez nous, on n'est pas mieux lotis, hein. On a Moulinsart pour tout ce qui est Tintin, Hergé. Ils sont ultra agressifs, hein. Il y a peu de temps, il y avait un sculpteur qui avait fait une sculpture de la fusée de Tintin dans un rond-point. Moulinsart a fait un procès contre la ville pour supprimer cette sculpture. Voilà, ils en sont là et celui qui gère les droits de Tintin, donc c'est le mari de la seconde femme d'Hergé, donc ça va loin quand même. Il a promis qu'en 2052, normalement, Tintin rentre dans le domaine public. Il a promis que ça ne se fera pas du tout. Donc c'est dit de manière un peu menaçante. Donc on ne sait pas trop ce qu'il va faire, surtout que Hergé a interdit de créer de nouvelles BD après sa mort. Parce que créer de nouvelles BD, ça peut être un point de discussion sur les droits d'auteur. Mais là, normalement, s'ils s'en tiennent à ça, ils sont pas censés créer de nouvelles bandes dessinées. Donc bon, et puis c'est pareil, normalement, ils ont réussi à s'en sortir en créant des BD issus de travaux d'Hergé. Je crois que c'était Tintin chez les Soviets, je crois qu'il n'était pas terminé comme il faut. Du coup, ils ont fait un semblant de BD avec. Voilà, je pense que c'était pour l'utiliser pour garder les droits d'auteur. Mais voilà, donc c'est un domaine assez grave. Ce procès qui a été gagné par Klinger, vraiment, est le bienvenu pour le bien des droits du droit au domaine public. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée après cette longue vidéo.
et je vous souhaite une très bonne journée. Ah, et je précise, je vous mets évidemment le petit lien d'achat, hein, de la BD Watchmen dans les détails. Je vous souhaite une très bonne journée.